Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Ousmane Sonko, privé de fiches de parrainage, Ayib Daffé était dans les locaux de la DGE, Direction générale des élections. Il dénonce une décision arbitraire et le collectif des avocats de Ousmane Sonko parle d'une entrave à l'exécution d'une décision de justice. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, prétexte pour la rédaction d'ITV de découvrir comment les hommes s'engagent aux côtés des femmes dans cette bataille, à suivre le dossier d'Aïssatou Kane. À Gueule-Tapée, les habitants sont dans le désarroi et pour cause des flaques d'eau nauséabondes ont pris d'assaut le quartier. Tout est parti d'un tuyau qui s'est détérioré. L'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, est au banc des accusés, à suivre le reportage de Mame Seynabou Ba. Position de la communauté internationale sur le conflit israélo-palestinien. L'Union internationale pour la cause palestinienne dénonce un 2 poids 2 mesures, à suivre dans ce journal. La réaction de Hessam Sater, membre du conseil d'administration. Il estime que le Hamas n'a pas attaqué Israël mais parle plutôt de riposte. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko, privé de fiches de parrainage. Ayib Daffé, le mandataire de l'ex-parti PASTEF, était dans les locaux de la DGE ce matin, mais il a été éconduit. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'instant. Aujourd'hui, nous nous sommes présentés avec l'huissier, avec les décisions pour les signifier à la DGE et en même temps retirer les fiches de collecte de parrainage. À notre grande surprise, ces supérieurs sont arrivés pour nous dire qu'ils vont aller, en tout cas, nous annoncer auprès du directeur général des élections. Et quand il est revenu, il a dit que le commissaire lui a dit, le directeur général des élections, qu'il ne reçoive, la DGE ne reçoit personne aujourd'hui. C'est bien les mots que je vous dis. La DGE ne reçoit personne. Et quel est le motif avancé? Pourquoi il n'y a aucun motif. Ils nous ont dit que la DGE ne reçoit personne. Donc c'est vraiment de l'arbitraire. On est vraiment dans un état policier. On est vraiment dans une dictature qui refuse d'exécuter les décisions de justice. Et puis dans un communiqué publié cet après-midi, le collectif des avocats de Ousmane Sonko fustige la démarche de la DGE, Direction générale des élections, qui a refusé de recevoir l'huissier et le mandataire de Sonko qui devait récupérer les fiches de parrainage. Le collectif parle d'une entrave à l'exécution d'une décision de justice et cette situation est d'une extrême gravité en ce qu'elle sape les fondements de la République et de l'état de droit. Parlons de la gestion de la diaspora sénégalaise. Le ministère des Affaires étrangères a fait le bilan 2023 concernant la prise en charge et la gestion de la diaspora sénégalaise. En Tunisie, par exemple, 75 migrants ont été rapatriés sur 263 migrants enregistrés comme irréguliers. Autre sujet abordé, la question des vagues de départ des pirogues quittant donc les côtes étrangères. Je vous propose d'écouter la réaction ou bien plutôt le compte-rendu de Khadija Nadjouf. En collaboration avec la Commission des Affaires étrangères et de l'intégration africaine du Parlement, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur évalue ses activités de l'année 2023. Nous avons pu faire le point de la gestion des services consulaires de manière générale et des services qui leur sont offerts à l'extérieur. Mais comme vous le dites, nous avons également eu l'opportunité de faire le point aux députés des différents incidents qui aujourd'hui se sont passés à l'extérieur et qui affectent énormément nos compatriotes. Elle revient également sur les 263 Sénégalais recensés comme irréguliers en Tunisie. 75 parmi eux ont été rapatriés. Des Sénégalais résidant en Tunisie, nous avons ouvert une cellule de crise et proposé
à ceux qui voulaient bien rentrer au Sénégal. Et vous savez qu'à ce moment-là, le Sénégal a affrété un avion de Air Sénégal pour pouvoir procéder à leur rapatriement. Évidemment, avec l'allègement de la situation, certains de nos compatriotes ont jugé nécessaire de rester en Tunisie et nous n'avons rapatrié qu'environ 75 personnes qui voulaient bien rentrer au Sénégal. Lors de cette rencontre d'échange sur la gestion de la diaspora sénégalaise, la question des départs de migrants sénégalais vers les côtes espagnoles ont aussi été abordées. Évidemment, en Espagne également, vous le savez, ces derniers temps, beaucoup d'embarcations ont été arraisonnées dans les eaux territoriales espagnoles. Comme dans tous les autres pays, nous devrons bien entendu nous conformer aux conditions et formes en termes de migration dans les pays d'accueil. Avec les nombreuses difficultés que rencontrent les Sénégalais qui résident en Turquie, particulièrement les étudiants qui aujourd'hui sont dans la précarité, Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, prévoit une mission dans ce pays pour une meilleure prise en charge des préoccupations des compatriotes. Immigration irrégulière des femmes et des mineurs traverse le Grand Bleu. Le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur alerte et appelle à la sensibilisation. Annette Seck est au micro de Khadija Diouf et chez Ahmed Tidiane Diouf. Dans le compte-rendu que j'ai fait tout à l'heure, j'ai bien dit que la migration irrégulière s'est féminisée parce qu'on a pu constater au moment des rapatriements que nous avons des femmes, mais surtout que nous avons aussi des mineurs. Et là, cela me donne l'occasion d'attirer l'attention des parents qui convoient des mineurs dans la responsabilité qu'ils ont et qu'ils portent en convoyant des mineurs. Parce que nous sommes dans un pays de droit où également l'enfant et la famille sont protégés par un cadre législatif et réglementaire connu et il nous revient de porter une attention particulière à cette migration des mineurs que nous devons protéger. Santé dans cette édition, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Prétexte pour la rédaction d'ITV de découvrir comment les hommes s'engagent aux côtés des femmes dans cette bataille. Aïssatou Kane et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf nous montrent comment ces hommes justement portent un fardeau collectif et sèment des graines d'espoir pour un avenir sans cancer du sein. Regardez. Dans ce combat contre le cancer du sein, des hommes ont également leur place. Cheikh Mohamedou Bassirou Sarr en est un exemple parfait. Sa motivation découle de la perte de sa mère et de sa sœur, toutes emportées par ce fléau. Moi, j'ai connu le cancer avec ma mère. Et elle en est décédée en 1998. Alors, je l'ai suivie de très près. Alors, elle était avec ma petite sœur, chez elle, aux Parcelles, mais c'est moi qui l'ai amenée à l'hôpital. Les soins, l'hospitalisation, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, j'ai suivi de très près parce que c'est moi qui l'amène tous les jours à l'hôpital. Après elle, en 1998, donc, elle est partie. Ma grande sœur, l'aînée de notre famille, a eu elle aussi le cancer. Et rapidement, on a pu lui faire une intervention. Là aussi, je l'ai suivie de très près. Après elle, ma petite sœur, elle aurait aujourd'hui 61, 62 ans. Alors, elle aussi est prise d'un cancer du sein. Ayant été témoin de la douleur des femmes touchées par le cancer du sein, il a ressenti le besoin profond de se joindre à leur combat. Depuis lors, j'ai dit, je me décide à me lancer dans la lutte contre le cancer. Je vais même mettre en place une association de lutte contre le cancer. C'est là qu'on m'a signalé qu'il y a une association qui existe, qui s'appelle la LISCA. Et avec eux, on a fait donc beaucoup de choses, beaucoup de campagnes, beaucoup d'explications. Par exemple, dans les activités de quête pour vraiment constituer de grandes cagnottes d'argent pour les malades, vraiment je suis à fond là-dedans. Je sensibilise aussi les gens de ma famille au point que donc chaque année, pour certaines,
ou tous les 2 ans pour d'autres. Vraiment, on fait tout ce qu'on fait en termes de soins, en termes de dépistage. Un infirmier partage son expertise sur la manière dont un homme peut apporter son soutien dans cette lutte. Surtout les hommes mariés, ils doivent pousser leurs femmes à aller faire le dépistage précoce ou bien l'autopalpation, ou bien chaque fin des règles, elle doit s'impliquer au moins devant une miroir et voir normalement la position de ses seins, s'il y a une déviation ou bien des écoulements, tout ça là, pour bien préparer quoi en fait. Psychologiquement, normalement, il doit être là psychologiquement sur l'accompagnement. N'importe quelle situation, il doit aider la femme jusqu'au bout. Ce geste, d'ailleurs, n'est pas un secret pour le membre de la LISCA qui lance un message aux hommes. Les hommes doivent s'engager à fond, soutenir les femmes parce qu'elles ont besoin de soutien psychologique. Elles ont besoin de soutien moral parce que le cancer est une maladie qui démoralise. C'est comme vraiment une tragédie. C'est des organes pour donner la vie, pour entretenir la vie. Or, c'est par ces organes qu'on prend le cancer, principalement chez les femmes. Et je veux m'adresser ici à tout le monde. La santé, l'éducation, ce sont les 2 priorités d'une nation. Et quand on peut y faire, parce qu'on en a les moyens, on peut bien être un mécène de la culture, un mécène du sport, mais nous avons besoin de grands mécènes pour la santé et l'éducation. En ce jour mondial de lutte contre le cancer du sein, rappelons ensemble l'importance cruciale de l'implication des hommes dans ce combat. Chaque geste compte, chaque voix élevée amplifie l'espoir, unis pour faire reculer ce fléau. Pendant ce temps, Aïssatou Kane Koungheul plaide pour un appareil de mammographie et un district sanitaire. Le maire de la commune porte le plaidoyer, estime que plusieurs personnes souffrant de certaines pathologies ne peuvent pas être prises en charge sur place. Une situation inacceptable selon le maire de Koungheul. Voici Alioune Badara Ly. Ses propos sont recueillis par Boubacar Fall, Bob et Omar Ndiaye. Il nous serait aujourd'hui d'un grand apport si vraiment le centre de santé que nous avons pourrait être revalorisé ou réhabilité pour nous permettre d'accueillir un plus grand nombre, si vous voulez, de patients. Mais aussi permettre d'équiper, si l'État pouvait aussi nous accompagner à l'équipement, surtout concernant le matériel de dernière génération, qui pourrait permettre de prendre en compte certaines pathologies, par exemple, un appareil pour permettre de faire la mammographie aux femmes. Comme nous savons qu'aujourd'hui le cancer de la femme, c'est l'occasion d'ailleurs de le souligner, fait des ravages extraordinaires dans ce pays. Donc ce serait bien aujourd'hui que le centre de santé de Koungheul soit doté de cet appareil qui pourrait aider à anticiper un peu ou à prévenir cette maladie qui est aujourd'hui une maladie qui est plus que mortelle. Vous avez sans doute suivi les échos de l'accident survenu avant-hier à Tasset. Justement, la sécurité des élèves dans les établissements scolaires préoccupe les acteurs et les parents. Et qu'en est-il de la boîte à pharmacie? Les premiers soins existent toujours dans certains établissements scolaires. Entre autres interrogations, plus de détails dans ce reportage réalisé par Ami Diouf et Barosso. C'est l'heure de pointe, les élèves font les petites camaraderies dans la cour de l'école avant de rentrer. Pendant ce temps, le personnel s'attelle aux dernières tâches de la journée. Isidore Senghor, le préfet des études du second cycle du collège Saint-Pierre, ne parle plus d'une boîte à pharmacie, mais plutôt d'une infirmerie. Mais je crois que nous avons plus qu'une boîte à pharmacie parce que nous avons une infirmerie qui fonctionne 24 heures sur 24. Mise en place par l'école, aidée par l'association des parents d'élèves. Voilà, l'infirmerie a tout pour intervenir dans ces cas pareils. Au-delà de la boîte à pharmacie, les gestes de premier secours sont aussi une nécessité dans les écoles, mais malheureusement, les notions manquent. Non, s'il y a des gens qui le font, des enseignants qui le font, c'est parce que peut-être ils l'ont appris quelque part
mais ce n'est pas dans notre programme. C'est vrai que des fois nous demandons, nous sollicitons même aux sapeurs pour qu'on ait des cours comme ça, des cours de secourisme, pour d'éventuels cas. Voilà, parce que non seulement les accidents dans les classes, nous avons des enfants qui piquent souvent des classes ou des crises ou qui se portent mal. Il nous faut avoir une connaissance dans le secourisme. Et pour illustrer l'importance de ces gestes, le préfet des études nous raconte une anecdote. Alors, récemment, ce sont des élèves de l'école d'à côté. En réalité, ils ont été heurtés par un Jakartaman, voilà, qui était pressé. Heureusement, les techniciens de surface l'avaient maîtrisé. Ils lui ont dit d'attendre parce que tu as des enfants. Il faut que tu attendes pour qu'il y ait constat. Et moi, quand je passais, j'ai vu les policiers étaient déjà sur place. En plus, l'infirmier et le responsable, le directeur de l'école étaient même sur place avec quelques enseignants. Voilà, à attendre les sapeurs. Les accidents sont fréquents dans les établissements publics et privés, raison pour laquelle les boîtes à pharmacie et autres gestes de premiers soins sont recommandés pour sauver des vies. À Gueule Tapée, les habitants sont confrontés à un problème d'assainissement depuis des années. Des flaques d'eau nauséabondes ont pris d'assaut le quartier. Tout est parti d'un tuyau qui s'est cassé. Ils accusent l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, et ils interpellent les autorités. Reportage Mamsene Boubab. C'est un véritable calvaire que vivent les habitants de la rue 59, angle 54 de la Gueule Tapée. Des flaques d'eau stagnantes qui dégagent une odeur nauséabonde dans chaque ruelle, mélangée avec des tas d'ordures qui indisposent les riverains. C'est depuis notre enfance que nous avons trouvé cet assainissement ici. C'est de petits PVC qui sont là, alors que les familles sont devenues plus nombreuses. Il y a beaucoup d'immeubles dans la commune, donc l'assainissement n'est plus conforme. Depuis plusieurs années, les habitants de ce quartier sont confrontés à un cadre de vie qui fait défaut. À l'origine, la vétusté des réseaux d'assainissement. Nous interpellons toutes les autorités afin qu'elles nous viennent en aide. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent aussi. Les eaux stagnantes attirent les moustiques. Du coup, ils peuvent tomber malades. À cela s'ajoutent les risques de maladies pour les habitants dus aux moustiques. Les autorités sont interpellées. Les gens en ont parlé. Le problème principal, c'est l'assainissement. Donc, chaque 2 jours, on a un tuyau qui est cassé ou bien on a de l'eau qui coule. Vous voyez, aujourd'hui vous êtes venus, ils sont passés faire un petit truc et puis l'eau a un peu descendu, mais généralement c'est un lac qui se forme ici. La commune de Gueule Tapée Fass Colobane regroupe en son sein 57 137 habitants selon le recensement de l'ANSD de 2016. Les populations demandent à l'Office national de l'assainissement du Sénégal de leur trouver des solutions durables pour résoudre ce problème. Parlons de tout à fait autre chose. Première édition de la Journée nationale du Conseil de la Fédération nationale des experts et conseils du Sénégal. En toile de fond, le débat sur leur métier d'expertise et de consultance, enjeux et perspectives. Les experts et consultants veulent contribuer aux réflexions sur les politiques publiques du Sénégal. Compte rendu, Abraham Paul Pouy et Moussa Fall. L'expertise et la consultance. Au menu des débats, les acteurs veulent ainsi poser les jalons pour mieux faire connaître leur métier. Pour ce faire, une journée de réflexion et de partage sur l'importance de l'expertise et de la consultance pour l'élaboration de tout projet, une manière de promouvoir la bonne formation et les exigences du métier. Ces exigences nous viennent d'abord des partenaires, mais également des clients. Exigences sur les cahiers des charges, exigences sur le temps, le délai de livraison, exigences sur le travail qui doit être réalisé et les objectifs à atteindre. Ce qui fait que le conseil est devenu aujourd'hui un métier
Et forcément, il faut s'organiser et avoir une méthode pour atteindre les objectifs fixés dans ce métier. Une occasion pour les experts consultants de soulever les difficultés pour gagner des marchés de l'État. Les experts et consultants prônent la collaboration et le partenariat. C'est des difficultés réelles liées aux différentes parties intéressées. Nous avons des difficultés liées vis-à-vis de l'État, notamment portant sur la commande publique ou encore les marchés publics, où nous attendons plus de marchés et plus de partenariats. Pour cette première édition de la première journée nationale du Conseil, la Fédération nationale des experts et conseils du Sénégal a signé un partenariat avec le 3FPT et compte faire les régions pour l'installation de cellules. Ouverture ce matin à Diamniadio du Forum international sur le financement des chemins de fer. Le Premier ministre qui a ouvert les travaux a insisté sur la rentabilité du chemin de fer et la nécessité de capter les financements des institutions internationales. Babacar Seck. Le Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique est une occasion d'échanger sur la rentabilité des chemins de fer. La problématique du financement se pose par ailleurs sur fond de débat sur la rentabilité des investissements dans le secteur ferroviaire. Au-delà des contributions pertinentes que nous attendons de vos échanges, vous êtes invités à produire une argumentation objective à partir des différentes approches de calcul économique et de démarches stratégiques. Souvent, les explications avancées pour justifier l'insuffisance des investissements dans les infrastructures ferroviaires en Afrique sont d'ordre subjectif. Les investissements ferroviaires en Afrique sont réels avec les institutions financières internationales. C'est d'essayer de trouver les mécanismes de financement, notamment est-ce qu'on peut mobiliser les financements carbone qui sont en train de se mobiliser? Est-ce qu'on peut avoir les grands financiers internationaux, la Banque mondiale, la BAD, qui donnent plus de place à l'investissement dans le ferroviaire? C'est ça qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Une fois qu'on a mis en place ce type de financement, alors je pense qu'effectivement, il y a d'énormes possibilités d'investissement ferroviaire en Afrique, à la fois pour des sociétés européennes ou internationales, mais également en Afrique, notamment sur les sociétés très haut public. Le chemin de fer assure une durabilité dans l'investissement. On raisonne en termes de coût de possession. Coût de possession, c'est ce qu'on appelle en anglais life cycle cost. C'est le coût de possession, c'est le coût d'investissement, le coût d'exploitation et de maintenance, en tenant compte de la pérennité, de la durabilité de l'investissement. Donc le ferroviaire, c'est pour 30-40 ans. Pour ce qui est de la voie, matériel roulant, idem. Peut-être les systèmes, tous les 10 ans, vous les changez. Donc en termes de coût de possession, c'est beaucoup plus intéressant que la route. Des représentants de plus de 42 pays vont réfléchir et poser les contraintes au financement des projets ferroviaires. À l'instant, Babacar Seck, notre correspondant permanent à Rufisque. À Sédhiou, 130 millions investis dans la commune de Marsassoum. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du PACASEN, programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. La mairie a quant à elle investi dans l'extension du réseau électrique et hydraulique, une véritable bouffée d'oxygène pour des populations qui appellent à la continuité pour explorer d'autres secteurs en souffrance. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba et Aïssatou Ndiaye. Au cours de cette visite, des autorités municipales de Marsassoum ont magnifié l'impact du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Nous avons eu un montant qui s'élève véritablement à 130 millions. Avec cela, nous avons pu au moins réaliser des choses ici à Marsassoum, parmi lesquelles il y a la réfection de la mairie. Voilà, vous avez vu vous-même ce qu'on est en train de faire ici au niveau de la mairie, avec surtout l'état civil qui est réhabilité à 100%. Voilà, et en dehors de l'état civil et de la mairie tout entière, nous avons pu réaliser un centre socio-collectif ici à Marsassoum avec ce que nous avons bénéficié du PACASEN. Dans le domaine social,
Nous avons aussi réalisé avec ce montant des branchements sociaux, adduction d'eau et l'extension de l'électricité, la réfection du stade. Chargé de veiller sur l'exécution du PACASEN, l'ADM, l'Agence de développement municipal, par la voix d'Elhadji Hassan Diallo, s'est félicité de cette belle performance. Nous avons trouvé une équipe municipale très dynamique, consciente des enjeux, parce que les ressources qu'ils ont reçues, ils les ont investies dans des secteurs clés à fort impact social. Qu'il s'agisse d'extension du réseau électrique, mais aussi d'adduction d'eau et aussi un investissement pour l'épanouissement de la jeunesse à travers un centre socio-culturel. Bénéficiaire de ce programme dont la fin de la phase pilote est prévue en juin prochain, Marsassoum compte sur son prolongement pour booster d'autres secteurs prioritaires. Et on n'imagine même pas que ça puisse s'arrêter là, parce que nous avons tellement de projets, parmi lesquels on a le foyer des jeunes qui doit être construit. Nous avons aussi le stade qui doit être doté de gazon synthétique, de barrières de protection et d'une tribune. Donc, et tant d'autres projets pour lesquels nous voulons véritablement réaliser. Conscient de l'enjeu du développement dans des mairies à faibles ressources, l'ADM accorde une oreille attentive à ce plaidoyer. Et nous sommes rassurés dans la mesure où, à la fois qu'il s'agisse du gouvernement et des décideurs, des négociations sont en cours et certainement vont aboutir pour un prolongement de cette phase pilote. Parce que le PACASEN vraiment est devenu une bouffée d'oxygène pour toutes les communes. Nous savons tous que le tendon d'Achille de nos communes, c'est l'investissement. Mis en œuvre depuis plus de 4 ans, le PACASEN intervient dans 4 communes de la région de Sédhiou. Celles-ci ont bénéficié de plus d'1 milliard d'investissements. Ousmane Demba, merci. 6 villages de la commune de Mangagoulak vont bénéficier d'un projet d'adduction en eau potable. C'est plus de 900 branchements sociaux qui vont être réalisés dans les maisons et dans les lieux publics. Une aubaine pour les populations de cette commune du département de Bignona qui rencontrent d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable. La durée des travaux est prévue pour 2 ans, n'est-ce pas, Hassanba? Après les communes de Santhiaba, Manjak et Moulomba dans le département de Souyi, c'est au tour de la commune de Mangangoulak dans le département de Bignona de bénéficier du projet d'adduction d'eau potable de l'ONG italienne Accra. Une grande satisfaction pour les habitants de cette commune. C'est nous qui devrions faire ce travail, mais comme Accra est venu nous appuyer là-dessus, il y a vraiment de quoi saluer. Bien sûr, la mairie va travailler aux côtés d'Accra parce que les populations sont nos administrés et nous serons avec Accra partout où ils iront. Soit nous serons devant et ils seront derrière nous, on va leur présenter les populations et le travail se fera comme souhaité. Au total, c'est 929 branchements sociaux qui seront réalisés dans les maisons et dans les lieux publics pour mettre fin au problème d'accès à l'eau potable dans cette zone d'Iblouf. Et on va continuer notre mission pour 2 ans dans la commune de Mangangoulak à travers la réalisation de 2 réseaux d'adduction d'eau potable à partir des châteaux d'eau de Diatok et à Finiambouteum, et avec des branchements à domicile auprès des ménages, mais aussi dans les lieux publics, notamment les écoles et les centres de santé. On a prévu de réaliser en total 929 branchements. Le sous-préfet de Tendoug, qui a présidé la cérémonie de lancement du projet, se félicite de la démarche participative et inclusive d'Accra et exprime ses attentes. Après le lancement, ils vont descendre sur le terrain pour échanger et discuter avec les populations afin qu'ils puissent comprendre davantage le projet. Mes attentes, c'est en fait qu'ils réalisent ce qu'ils ont dit dans le programme, c'est-à-dire assurer les branchements qui sont au nombre de 900 et quelques au niveau des 6 villages, assurer également l'installation des 2 réseaux d'adduction d'eau potable de qualité. Au-delà du projet d'adduction d'eau potable, Accra compte à travers les relais communautaires et les enseignants sensibiliser les communautés sur les bonnes pratiques d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de l'assainissement. Position de la communauté internationale sur le conflit israélo-palestinien. L'Union internationale
pour la cause palestinienne dénonce un 2 poids 2 mesures et pour elle, le Hamas n'est pas un groupe terroriste. Hesham Sater, membre du conseil d'administration de l'Union internationale pour la cause palestinienne, estime que le Hamas n'a pas attaqué Israël, mais parle plutôt de riposte. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Kandji et Babacar Ndiaye. فيما يتعلق بالرد الصهيوني على حماس هو هذا الرد أصلا قائم منذ 2008. La communauté internationale fait un double discours et deux poids deux mesures. La bande de Gaza subit des agressions depuis 17 ans. Donc il a subi 5 guerres depuis 2008 jusqu'à 2023. Et le Hamas est un mouvement de libération qui défend ses terres de 1967 et de 1948. Donc l'ennemi sioniste a fait des inventions terrestres et aériennes contre Hamas et contre la population de Gaza. Donc ce que Hamas fait actuellement, c'est de la riposte, mais aussi c'est de la légitime défense contre un ennemi usurpateur qui prend d'assaut nos terres depuis 1947, depuis plus de 115 ans. Donc ceux qui disent que le Hamas est un mouvement terroriste sont eux qui soutiennent l'Israël, plus particulièrement les États-Unis et les pays de l'Occident. Ce sont eux actuellement qui se sont regroupés autour d'Israël pour commettre des crimes de guerre contre la bande de Gaza, qui est d'une superficie de 40 km, mais aussi qui est une population désarmée. Donc ceux qui disent que le mouvement Hamas est un mouvement de terroristes sont ceux qui font les guerres. Donc nous, on ne fait que riposter et défendre nos terres. À quand la fin de cette guerre qui dure et perdure? Hesham Sater pense que la balle est dans le camp d'Israël. L'Union internationale pour la cause palestinienne reste formelle. L'État hébreu doit respecter le droit international et surtout laisser les Palestiniens vivre en paix. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.